Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on fait la troisième et dernière partie de nos émissions éducatives sur la partie psychologique. On en reparlera très probablement, mais beaucoup plus tard dans cette série où, je vous l'avais dit, on fera probablement un cours sur la partie endocrino. Mais à mon avis, ce sera vraiment un contenu au moins intermédiaire avancé, voire peut-être même que pour les experts, donc ça reviendra très très loin. Aujourd'hui, donc troisième et dernière partie de la psychologie, on essaie d'assembler un petit peu tous les morceaux. La première émission était là simplement pour poser les bases, elle était encore une fois un peu longue. La suivante était plutôt donc pour introduire les premières façons dont on va essayer de contourner les problèmes du biais d'incertitude. Aujourd'hui, on va s'attaquer au biais d'impatience et essayer donc de rajouter d'autres boucles de rétroaction positive en plus de celles qu'on a vues pour la partie biais d'impatience. Le but étant toujours le même, on va essayer de travailler de manière indirecte sur la partie limbique de notre cerveau qui est donc beaucoup moins neuroplastique que notre cortex préfrontal, là où on peut, entre guillemets, beaucoup plus rationnellement agir, puisqu'on peut y faire des actions concrètes qui auront des effets. C'est toujours évidemment jamais immédiat quoi qu'il en soit, mais la neuroplasticité de notre cortex frontal, c'est celle qui va être à mettre à profit dans nos stratégies. Donc le but étant simplement de travailler avec notre cortex dans un but de fonctionnement conscient et inconscient et de conditionnement inconscient et conscient et subconscient de notre partie limbique. On en a vu donc une première partie où en réalité pour pouvoir agir sur notre système limbique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le circuit anticipé de la récompense. C'est ce qu'on a vu dans l'émission précédente et la partie clé qu'il faut retenir. Par contre, donc comme on l'a vu, c'est pas sans condition. Pour pouvoir profiter de ce circuit anticipé de la récompense, qui a un double effet positif, puisqu'il va donc en soi, si je résume l'essentiel de ce qu'il y avait à retenir dans la précédente, ça va à la fois renforcer vos fonctions corticales, et surtout si en plus de ça, vous pouvez orienter donc ce circuit vers son circuit mésocortical, ça va à la fois entre guillemets appauvrir la quantité de dopamine qui stimulera à terme votre amygdale. Ce qui fait donc en plus de ça l'utilisation de vos fonctions hippocampales du fait de mémoriser ces structures complexes et d'avoir des appels de mémoire pour derrière réanalyser vos contextes, ça vous permet en soi donc de stimuler le fonctionnement hippocampal qui lui aussi appauvrit en même temps le fonctionnement amygdalien qui est l'objectif qu'on essaye d'avoir pour réduire au maximum ce sentiment de peur. Ce qu'on va voir donc, c'est qu'il n'y a pas que ce schéma-là qu'on peut utiliser pour réduire en tout cas au maximum le fonctionnement amygdalien et surtout essayer de favoriser au maximum la constance de nos analyses avec le cortex préfrontal. Allez, c'est parti, on se sert encore une fois d'un support PowerPoint. Il y aura encore des cerveaux, je suis désolé, mais promis, c'est la dernière fois qu'on se tape ça. Après, je vous laisserai tranquille avec ça. Allez, c'est parti. Ok, donc ici très simplement, ce que j'ai mis en face de vous, on va passer assez rapidement de toute façon sur cette diapo. Vous connaissez peut-être l'expérience du marshmallow, en tout cas si vous la connaissez pas, on va en parler rapidement. Donc c'est une expérience de pédopsychologie faite par Walter Mischel dans les années 60 ou 70 si ma mémoire est bonne, qui fait travailler, en tout cas qui essaie de mettre en valeur l'aspect psychologique de ce qu'on appelle en anglais le delayed gratification, la fonction de report de gratification en français, on pourrait dire un truc comme ça, ouais, je pense que ça va, report de récompense, voilà. Tout simplement, en gros, vous avez probablement déjà entendu parler de ça, vous prenez un gamin d'à peu près 4 ans, c'est la partie, et c'est pas pour rien qu'on fait ça à 4 ans, c'est la partie de notre évolution où on travaille considérablement cette partie dans notre cortex préfrontal, en tout cas c'est là qu'on va créer l'ébauche, donc c'est très rigolo puisque du coup c'est le moment où cette partie du cerveau est très malléable et très immature, du coup elle se cherche. Donc c'est très rigolo de voir l'ensemble des réactions qu'on peut avoir chez les enfants à qui on propose donc de rentrer dans une salle dans laquelle il se trouve un chamallow au milieu d'une table vide d'autres expériences sensorielles. Et on dit tout simplement à l'enfant, eh bien, je reviens dans un quart d'heure. Si dans un quart d'heure il y a toujours ce chamallow, je t'en donnerai un deuxième. Voilà. Donc tout à fait con, évidemment, ça consiste à regarder les réactions de l'enfant à travers une caméra. Donc voilà, je vous invite à regarder, c'est évidemment plein d'enseignements pour tous ceux qui sont parents. Mais voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu tout un tas derrière d'extrapolation de ce truc-là, comme quoi effectivement le report de la gratification permettait d'obtenir un cerveau très efficient, que derrière les enfants étaient plus à même à devenir et à occuper des postes importants dans la société, qu'ils obtenaient de meilleures notes à leurs examens, etc. Bref,
bref, ça a été fantastique. Bon, encore une fois, c'est toujours un petit peu le bullshit commercial qui vient s'ajouter à ça, mais effectivement, nous, on va quand même se servir de cette delayed gratification parce qu'il y a des choses à faire avec ça dans notre trading. Donc, attention à pas vous laisser bullshit par tout le discours, entre guillemets, un peu psycho-commercial de ce truc-là. Ça a des effets positifs, clairement, mais ça va pas non plus changer votre vie. Mais nous, on va s'en servir. Et pas simplement donc par cet aspect de dire effectivement si vous savez repousser la tentation vous êtes très fort, mais essayez de comprendre encore une fois les processus neurochimiques qui se mettent en place, dont on va essayer de se servir de manière indirecte pour agir, toujours pareil, sur notre système limbique. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir à peu près, on va dire, la seule chose qu'on va résumer par rapport à cette expérience, c'est si vous écoutez donc Walter Mischel, il vous dit, nous, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'on a essayé de faire varier certaines des conditions, notamment donc inhibant la sensation de faim, enfin créant la sensation de faim ou l'inhibant, c'est-à-dire on a nourri le petit ou pas, voilà, et on voit que ça produit des résultats relativement significativement différents. L'intensité de l'attraction, c'est-à-dire par exemple si on fait la même expérience avec un bretzel, c'est vachement moins kiffant que le chamallow qui est tout mou, un petit nuage, bref voilà, c'est fantastique. La durée du test varie également et peut produire énormément de différences, de même que la relation de confiance qui est mise en place par l'adulte référent qui est donc le testeur de l'expérience. Donc si on retranscrit ça nous dans nos conditions de trading, effectivement vos prérequis par rapport à l'envie de trader, ça peut valoir à dire par exemple est-ce que vous avez un lien émotif non, vos préconditions, ça va être votre état émotionnel, tout simplement. Voilà, est-ce que vous êtes apte au trading, fatigué, pas fatigué, voilà. Enfin, bref, tous ces trucs-là, ça peut jouer effectivement sur votre capacité à repousser la tentation, entre guillemets, puisque c'est la chose dont il est question. L'intensité d'attraction, ça va être la relation émotionnelle particulière que vous avez avec la chose en question. Ici, quand on parle de produits financiers, bon voilà, moi par exemple, il y a quelques actifs financiers avec qui j'ai une relation un peu personnelle, comme Tesla, parce qu'évidemment, j'ai fait des gains géniaux sur Tesla au début, puis je me suis fait démonter 30% du capital en quelques secondes. Donc évidemment que j'ai un rapport émotionnel avec Tesla. Voilà, bon. Non, aujourd'hui, je le traite différemment, à l'achat, à la vente, Tesla, voilà. Mais évidemment, à l'époque, j'étais influé par cette valeur, entre autres. La durée du test, c'est-à-dire qu'évidemment, plus vous allez être soumis à une élasticité longue, plus la tentation va être forte. Donc encore une fois, attention, commencez directement le trading avec du swing ou du moyen terme. Étendue de la durée égale sensibilité accrue à céder à la tentation, hein, voilà. Et la confiance en l'adulte, ici évidemment, sera plutôt la confiance en la stratégie que vous utilisez. Donc il va de soi que si vous n'avez pas la moindre confiance en la personne et la stratégie qui vous forme et qui va structurer votre apprentissage dans la gestion du risque, bon, en soi, ça commence mal, hein, donc voilà. Ce qui est intéressant aussi dans cette expérience, c'est de retenir les 5 techniques qui sont utilisées par tous les individus, en tout cas les 5 techniques majoritairement utilisées, et bien donc de comprendre ici que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de dire vous n'êtes plus à l'âge de 4 ans, et même si cette structure du cerveau reste malléable, elle reste de toute façon conditionnée entre guillemets par un circuit préférentiel. Autrement dit, parmi ces 5 techniques, il y en a forcément une que vous avez naturellement privilégiée depuis plusieurs années pour répondre à la tentation, quelle qu'elle soit, hein, puisque là, voilà, donc analysez tous les schémas dans lesquels vous auriez pu vous retrouver dans quelque chose de similaire à cette expérience, où entre guillemets on vous dit si tu prends un tout de suite, ok, mais si tu attends, je te donne 2. Ces circonstances-là, on en connaît beaucoup dans la vie, donc essayez d'analyser votre propre recul d'expérience personnelle, et vous allez probablement normalement vous reconnaître dans une de ces 5 techniques qui permettent de contourner, et vous allez donc retirer cette information dont on aura besoin. La première, c'est réduire le stimuli, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez la tête, vous cachez, ou vous bouchez le nez, bref, vous faites en sorte de réduire le stimulus sensoriel. C'est une des façons les plus communément utilisées. Réduire l'attrait de la récompense, c'est un petit peu moins couramment utilisé, mais quand même. Tout simplement, ça consiste en disant ouais, bon, au final, c'est cool ce truc, ce sera mieux d'en avoir 2, mais ça vous permet en soi de réduire l'attrait émotionnel de celui-là que vous avez devant les yeux tout de suite. Parce qu'en réalité, si vous surfantasmez la chose en vous disant putain, c'est vrai que ça va être cool d'en avoir 2, en soi, vous êtes quand même en train de vous dire c'est cool, c'est cool, c'est cool, et ça, votre cerveau, au bout d'un moment, il va dire bon bah allez, vas-y, c'est tellement cool, je le prends un maintenant, ce sera toujours mieux que 2. Donc c'est comme ça en général que certaines personnes arrivent à contourner ce problème. C'est plus rare, mais ça arrive. La distanciation distraction, c'est clairement le deuxième grand favori. Entre le premier et celui-là, vous avez quasiment les 2 tiers de la population qui sont représentés. Distanciation, distraction, c'est tout simplement qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous écartez physiquement de la chose ou vous essayez de prendre une certaine forme de distraction, c'est-à-dire que vous allez passer à autre chose. Quand vous avez la capacité, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être d'aller sur le téléphone, bref, faire autre chose. Essayez de passer à autre chose autant que faire se peut pour meubler l'attente, combler le vide. Hein, donc, par de la distraction. L'abstraction, c'est un petit peu plus rare, mais ça existe chez certaines personnes, qui consiste à remplacer le contexte. Autrement dit, vous prenez l'objet et vous arrivez à le défantasmer en le remplaçant par quelque chose de totalement différent.
c'est-à-dire ça reste un marshmallow en face de vous, mais en soi, voilà, vous allez le sortir complètement de son contexte, ce qui va vous permettre de rester concentré, mais de réduire l'aspect émotif et surtout l'aspect donc de dire je dois attendre un moment donné et j'aurai la récompense de toute façon après, je le sais, je l'aurai. La question c'est juste comment je vais gérer l'attente, ok ? Et la dernière, un peu moins courante, mais quand même, voilà, se parler à soi-même, qui donc verbaliser sa frustration, qui permet donc de permettre de passer le temps, mais celle-là est plus difficile à tenir, plus la durée est longue, hein, vous n'allez pas vous auto-parler pendant des mois, on est bien d'accord. Ok, donc trouvez celle que vous utilisez, on passe à la suite parce que j'ai d'autres choses très intéressantes à vous dire. Allez, encore des cerveaux, je suis désolé, mais il fallait le faire quand même. Donc voilà, ici, ce qu'on va introduire aujourd'hui, c'est donc en parallèle de ce qu'on a vu précédemment. Donc on a vu qu'il y avait deux circuits de relâchement de la dopamine dans le cerveau, quand il s'agissait encore une fois d'un circuit anticipé de la dopamine. Dans ce cas particulier, on a une dichotomie qui peut favoriser deux zones de relâchement. On a vu donc le circuit mésolimbique et mésocortical. C'est un peu ce que vous revoyez ici, hein. Vous voyez la distribution mésolimbique et la distribution mésocorticale. Donc bien comprendre que dans ce schéma-là, en soi, la dopamine, on ne pourra pas vraiment l'orienter quand dans le cas donc d'une réponse, d'une gratification, d'une récompense dans le temps, hein, c'est-à-dire entre guillemets plus tard, dans le report de la récompense. Par contre, on a ici un effet d'échelle qui est assez intéressant et on peut introduire ici une autre variable qui est la sérotonine, qui revient à dire en fait quand on a anticipation de la récompense, la disproportion se fait donc entre l'utilisation de la dopamine via un système mésocortical ou un système mésolimbique. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Là, ce qu'on ajoute, c'est que quand on a, au contraire, non pas une anticipation de la récompense, mais un report de la récompense, d'accord ? Et les deux peuvent fonctionner en parallèle. Vous pouvez très bien avoir l'anticipation, puis, comme la récompense vient plus tard, le report de récompense. Là, on a un autre arbitrage qui est fait dans le cerveau entre le choix dopamine et sérotonine. Et ce qu'on voit, c'est que plus la récompense est tardive, plus on a tendance à favoriser la sérotonine par rapport au système dopamine. Bon, ici, sans rentrer clairement dans le détail de tous ces neurotransmetteurs, c'est bien deux neurotransmetteurs, hein. Donc là, encore une fois, c'est pas de dire tout dopamine, tout sérotonine, il s'agit bien d'un gradient, hein, de nuance de gris, encore une fois. Donc le principe ici, c'est que nous, ce qui va nous intéresser, c'est quoi la différence entre dopamine et sérotonine ? La principale différence que vous avez ici, c'est simplement déjà le fait que la dopamine n'a que 5 récepteurs pour ce neurotransmetteur dans l'intégralité du cerveau. Il y en a 14 pour la sérotonine. Donc c'est beaucoup plus étalé, on va dire, en termes de distribution, l'aspect sérotonine. Qu'est-ce que ça va introduire pour nous ? Plusieurs choses assez intéressantes. Il faut bien comprendre que comme la dopamine stimule des zones particulières, elle relâche des catalyseurs neuronaux plus forts. Parce que c'est plus concentré, entre guillemets, sur certaines zones spécifiques. Là où, au contraire, la sérotonine, elle diffuse à un ratio donc de 5 sur 14, on est vraiment ici sur un pratiquement x3, donc c'est clairement important. Et de dire la sérotonine a un effet plus diffus, et il n'y a pas que ça, il y a aussi de bien comprendre qu'il y a un effet duré, la dopamine a un effet neurotransmetteur beaucoup plus rapide, et surtout, elle se dissipe beaucoup plus vite derrière. Je ne peux pas ici rentrer dans tout le processus neurochimique de comment ça fonctionne au niveau des connexions, etc. Mais bon, voilà. Et on a la sérotonine qui a un effet un petit peu plus durable, donc moins intense dans le pic, entre guillemets, et qui a, on va dire, un effet relatif derrière un petit peu plus long. Donc, c'est bien ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que les deux, la dopamine c'est bien hein, parce que ça stimule, c'est un neurotransmetteur, donc ça reste quand même quelque chose de positif, mais on a un léger effet addictif qui peut arriver avec la dopamine, surtout évidemment en termes de quantité, c'est-à-dire que si la récompense vous la surgratifiez et qu'en plus de ça vous utilisez la dopamine, c'est pas top parce qu'en réalité ce que vous faites c'est que vous allez surirriguer des parties du cerveau et comme on l'a vu sur les 5 récepteurs, il y en a qu'un qui part dans le néocortex, dans le cortex préfrontal et 4 qui restent dans le système limbique. Autrement dit, la probabilité reste quand même plus favorable au système et à l'irrigation du système limbique. Donc comme on l'a vu, c'est pas trop ce qu'on veut, puisque nous, on veut essayer de calmer le système limbique, puisque la plus grosse partie du système mésolimbique, c'est l'amygdale. Hein. Donc, on essaie de l'appauvrir, nous, notre amygdale. Pas de la supprimer, mais on essaie de lui donner le moins de carburant et de la stimuler le moins possible. Donc, effectivement, on va dire qu'une réponse rapide, une gratification rapide, autrement dit je trade et j'ai la réponse rapidement, c'est moins cool, surtout si en plus de ça la réponse est amplifiée. Autrement dit, pourquoi c'est pas bon de commencer avec le scalping ? Eh bien parce que quand vous avez une réponse immédiate et souvent catalysée puisque vous catalysez tous les biais d'incertitude avec le biais d'impatience que vous essayez de combler par un trading à court terme, c'est vraiment la boucle de rétroaction la plus pourrie qui puisse exister parce qu'en soi, ce que vous faites, c'est que vous allez stimuler des récepteurs dopamine de récompense avec un très faible retard
par rapport à la phase de stress. Autrement dit, bah, c'est dopamine, ça va stimuler quoi? L'amygdale, donc la prochaine fois que vous allez être confronté, c'est-à-dire le prochain trade qui normalement va pas tarder derrière, eh ben, vous allez être là plus sous influence amygdalienne, ça va conditionner en soi une détérioration de la qualité de votre traitement et ça va favoriser des conneries. Ça veut pas dire que vous allez inévitablement faire des bêtises, mais il faut bien comprendre que quand on manque d'expérience, généralement, le trade et la réussite est vécu comme quelque chose de fort, donc le relâchement de dopamine sera plus fort. Évidemment, un trader plus expérimenté, lui, il maîtrise tout ça, donc voilà. Je dis pas que le scalping, c'est pas bien. Je dis juste que débuter en scalping avec des biais émotionnels, c'est compliqué parce que c'est un très mauvais ami. C'est un faux ami et c'est même ici votre pire ennemi. Alors qu'en revanche, évidemment, espacer la phase de stress et la résultante, la récompense, générera au contraire normalement un plus gros et un plus fort impact de sérotonine. Donc attention, encore une fois, ici, il ne s'agit pas d'espacer le truc de 15 trimestres et de faire que du trading à moyen terme, mais bien de trouver un juste milieu. C'est pour ça qu'en général, le day trading ou le swing, l'intra-swing, intraday swing, c'est généralement un bon time frame pour commencer parce que ça favorise l'espacement du circuit de récompense qui favorise la sérotonine, qui est quelque chose de plus sain, on va dire, que les relâches de dopamine. C'est-à-dire comme au début vous avez un peu de mal à contrôler votre sentiment de plaisir sur le gain fait extrêmement plaisir au début, il vaut mieux favoriser l'utilisation de la sérotonine qui sera donc moins choquante sur votre système de neurotransmetteurs, là où la dopamine sera un peu plus hors de contrôle et plus addictive. Donc là, c'est là où on va trouver toutes les overtrading et ces trucs-là. Mais encore une fois, là, vous comprenez le fonctionnement neuronal derrière tout ça. Hein. C'est important que vous compreniez ça. Donc, il vaut mieux essayer de favoriser l'espacement de son circuit de récompense, donc de la partie réussite de votre trade, hein, qui est de toute façon espacée de la prise de décision. Donc, plus c'est espacé, mieux c'est. Donc, essayez de favoriser des time frames un peu plus longs au départ que les faux amis court terme du scalping. Voilà. Et on va passer surtout pas mal de temps ici parce que c'est là que se trouve le schéma où je vais essayer de vous faire comprendre donc cette nouvelle interaction que vous pouvez avoir avec l'aspect sérotonine en plus de ça, et en plus donc de ces schémas qu'on a vus, donc de notre système de relâchement mésolimbique ou mésocortical. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce truc-là. Ok ? Donc ça, c'est la partie dont on a déjà parlé. Donc essayer, entre guillemets, d'appauvrir notre amygdale en favorisant les fonctions hippocampales, appel de la mémoire ou fonctions rappel de cette dernière. Donc rappel pour se rappeler de ses patterns et la partie mésocorticale qui traite donc toute la partie logique et qui fait donc travailler votre cortex et qui favorisera la récompense mésocorticale à la prochaine fois que vous serez confronté à ce problème uniquement dans un contexte par anticipation. Donc on le rappelle, ça ne marche que si le contexte est similaire. Si vous analysez du chaos, toutes les conditions sont différentes, vous n'allez pas trouver de récurrence, pas d'anticipation. Donc pas de fonctionnement ni mésocortical ni mésolimbique. Hein, on est bien d'accord. Pour ça, il faut vraiment qu'il y ait une récurrence. Ok. La construction de votre plan, ok, super. Et derrière, deux options. Vous agissez immédiatement, c'est-à-dire vous êtes déjà dans la zone spéculative et il y a le signal, paf, action immédiate. Ok. Donc là, entre guillemets, la phase de stress qui est liée par l'analyse d'un système complexe, d'accord ? L'analyse d'un système chaotique, ça génère du stress, hein, quoi qu'il en soit. La rationalisation, comme on l'a dit, va calmer ce stress, mais ça reste un stress. Donc il faut bien comprendre que ce qui va conditionner votre cerveau, c'est quand vous allez résoudre le stress. Quand vous avez construit le plan, il y a deux options, soit vous agissez, soit vous allez attendre. Si vous agissez, dans tous les cas, ça favorisera, quoi qu'il en soit, la résolution de votre problème via la réflexion. Autrement dit, vous avez solutionné votre problème de système chaotique en le simplifiant, en le rationalisant et en construisant un plan, mais vous devez aujourd'hui agir, ce problème est donc réglé par une action immédiate. Mais cette action, elle est quand même positive. Elle produira, quoi qu'il en soit, un renforcement du système mésocortical pour le circuit de la récompense anticipée. Ok ? De même que l'attente, puisqu'en soi, l'attente va solutionner et va terminer, entre guillemets, c'est la conclusion de votre analyse et de la construction de votre plan. J'ai trouvé ma zone spéculative, on n'est pas dedans, donc j'attends. Mais à ce moment-là, le stress doit disparaître, puisque vous avez terminé votre analyse, vous avez fait votre travail, donc il doit y avoir inscription, normalement, à ce stade-là, des bienfaits de la résolution de votre problème par le cortex, donc renforcement du système mésocortical. Ok ? En parallèle, ici, le fait d'attendre fait que si vous placez des alertes, ça va de toute façon faire travailler votre hippocampe en plus de ce qui avait déjà été fait, puisque là, vous allez devoir stocker des informations dans votre mémoire. Vous avez construit votre plan, mais comme il va falloir attendre, il va falloir s'en rappeler, donc on va utiliser l'hippocampe. Là, déjà, hop, vous voyez que l'utilisation d'une alerte et le biais d'impatience va permettre en soi, lui aussi, de travailler les fonctions hippocampales
Alors que le biais d'impatience, lui, eh bien, fera l'inverse, évidemment. Il va souvent stimuler vos émotions, et c'est souvent l'inverse qui va être inscrit derrière, c'est-à-dire que si la résolution de votre stress, c'est « ok, je craque, j'agis alors que je devais attendre », hop, là, évidemment, vous avez l'effet inverse, c'est-à-dire que vous avez commencé par attendre, vous avez résolu votre problème, vous avez bien stocké une information positive, et vous avez fait travailler votre hippocampe, mais si entre-temps, au lieu d'attendre que l'alerte déclenche, vous partez sur le biais d'impatience, ou que vous n'utilisez pas d'alerte et que vous dites « ok, j'attends, mais en regardant le graphique », vous allez stimuler encore plus, comme on l'a dit, vous allez amplifier les stimuli, vous allez avoir quelque chose de très attractif, vous voyez un truc qui évolue en temps réel et des idées vont vous arriver, bref, la tentation sera très forte. Donc, regardez un graphique alors que vous êtes supposé attendre, c'est la pire des choses à faire, hein. J'espère que ça, vous le comprenez. Donc vraiment, quand on doit attendre, on met une alerte et on se barre. C'est très important de comprendre ça. Parce que si vous déclenchez le biais d'impatience, qu'est-ce que vous faites? Eh ben là, vous agissez souvent sur le coup d'une fonction limbique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous renforcez le travail de l'amygdale et vous renforcez le travail du système mésolimbique. Autrement dit, vous détruisez tout ce que vous avez gagné en venant jusqu'ici. Donc, il faut bien comprendre que si vous travaillez uniquement le biais d'incertitude, mais que vous faites niquer par vos biais d'impatience, ben en soi, vous progressez pas. Parce que votre progression d'analyse rationnelle est détruite par le biais d'impatience derrière. Il faut bien travailler les deux en même temps. C'est pas l'un puis l'autre, c'est les deux en même temps. Ok? Donc, si ça se passe bien, évidemment, donc vous attendez, vos alertes se déclenchent. Donc, au niveau du déclenchement, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir vous rappeler de votre plan de trading. Il y a un appel mémoire. Hop, encore une fois, un renforcement hippocampal. Donc, quelque chose de positif. À partir de là, quand vous avez pris votre trade, il n'y a plus que deux sorties, le succès ou l'échec. Bon, même si c'est plus compliqué en réalité, mais on va simplifier ici. Et là où ça va être intéressant, c'est que même en cas d'échec, la seule chose que vous allez devoir subir d'un point de vue endocrino, donc d'ici, on va dire sécrétion hormonale, c'est de toute façon l'échec sera conditionné avec un minimum de sécrétion de cortisol. Mais comme vous avez eu un processus rationnel, une stratégie, et que vous savez que dans l'utilisation de la stratégie, si vous avez respecté l'ensemble de vos règles, eh bien le chaos est imprévisible, ça fait partie des choses pas plaisantes. Il y aura effectivement libération de cortisol, c'est pas un moment très heureux à passer, mais évidemment ça passe très vite puisque cette quantité relativement faible de cortisol est très rapidement digérée par l'organisme sans que ça fasse exploser votre cœur, vous fasse transpirer ou vous rende complètement dingue. Par contre, là où c'est cool, c'est comme on l'a dit, le succès étant donc une récompense retardée dans le temps, elle ne génère pas trop, en tout cas, on va dire, d'utilisation mésocorticale ou mésolimbique, mais surtout ici, on va plutôt produire de la sérotonine. Et là, c'est plutôt intéressant parce que, comme on l'a dit, c'est beaucoup moins addictif que l'utilisation de la dopamine. Donc ici, votre succès retardé va produire de la sérotonine qui a donc cet effet positif, et la sérotonine étant un neurotransmetteur qui agit sur le système du plaisir, bien en soi, vous allez ressentir un plaisir, mais un plaisir non pas trop important qui va vous galvaniser et littéralement vous pénaliser dans le trade suivant, mais au contraire, vous réconforter et même vous conforter à une utilisation de cette stratégie de manière plus logique par la suite. Autrement dit, ça renforce et ça a un vrai effet positif sur votre apprentissage de la sérotonine. Ok, donc là, c'est vraiment la boucle de rétroaction positive. Et on y rajoute donc, en plus de ce qu'on avait connu, d'autres fonctionnements hippocampaux, je ne sais pas si ce mot peut exister, mais voilà, d'autres renforcements du système mésocortical et ce petit bonus sérotonine qui viendra après et qui va nous aider donc à solidifier un petit peu tout ça. Bien entendu, ok, puisque donc ça favorisera le relâchement de neurotransmetteurs dans surtout les parties cortex, donc les parties dont on a besoin, et ça permettra donc de solidifier votre savoir, consolider la mémoire, bref, c'est vraiment très positif à ce moment-là. Il y a un système de renforcement qui tourne tout autour de la sérotonine, mais je rentre pas trop dans le détail ici, on en parlera peut-être plus dans l'émission endocrino, etc. Maintenant, on parle de ce qu'il faut pas faire. Alors là, c'est là où c'est moins cool, donc comme on l'a dit, le biais d'incertitude, on connaît déjà les problèmes, on sait qu'un biais d'incertitude, quand il est déclenché, c'est l'amygdale qui décide, et l'amygdale, elle a deux modes de fonctionnement, fuir ou agir. On va pas plus loin que ça. Donc c'est très simple pour l'amygdale, c'est binaire. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, ça renforcera le système mésolimbique, puisqu'à ce stade-là, c'est là que vous mettez fin au stress par une action immédiate, et cette action, elle est donc conditionnée par un déclenchement limbique, donc ça renforce le fonctionnement mésolimbique pour la prochaine fois que vous serez confronté à un système chaotique, etc. Voilà, vous allez en tout cas renforcer les fonctionnements négatifs.
Là où c'est un peu plus gênant, évidemment, c'est que derrière, si vous fuyez, bon, bah, en soi, vous risquez rien, vous n'avez pas induit le capital, l'expérience s'arrête là, tout ce que vous avez fait, c'est que, bah, la prochaine fois que vous allez être confronté au chaos, vous allez probablement faire travailler les situations limbiques, puisque vous avez renforcé le fonctionnement de vos systèmes mésolimbiques à ce moment-là, qui est déjà, on l'a vu dans la diapositive précédente, préférentiel. C'est-à-dire qu'à un état neutre, le système de distribution de la dopamine favorise 4 récepteurs dans le système limbique pour un seul dans le système préfrontal. Donc il faut bien comprendre qu'à distribution constante, c'est toujours le système limbique qui en prend plus de la dopamine. Donc la dopamine, c'est bien si elle est dirigée vers le cortex, comme on l'a dit, parce que là, elle va agir comme neurostimulant, mais dans une zone du cerveau dont on a besoin. Voilà. Donc là, c'est pas positif du tout. Votre action en soi, elle vous fait reculer sur la partie progression psychologique. Mais derrière, c'est là où les pires choses se mettent en place. Parce que là, l'échec, alors que vous avez subi un biais d'incertitude, vous allez en être conscient. C'est-à-dire, vous allez dire, putain, j'ai fait n'importe quoi, mais pourquoi j'ai fait ça? Il n'y avait pas de contexte, il n'y avait pas de machin. Et là, qu'est-ce qui se passe? En général, vous prenez une dose de cortisol dans la gueule. Et là, ici, je reste très simple. Ici, vous prenez un cocktail, un cocktail de bonheur, merde, je trouve pas mon mot. D'hormones qui va ici vous dégrader votre sentiment personnel. Enfin voilà, votre ego va en prendre un sacré coup. Et en plus de ça, la quantité de ces hormones sera beaucoup plus grande, l'impact émotionnel beaucoup plus grand. Autrement dit, vous mettrez beaucoup plus de temps à vous en remettre derrière. Ok ? Mais le pire dans tout ça, c'est que même en cas de succès, ça sera pas positif. Parce qu'en cas de succès, vous allez avoir de la sérotonine, d'accord ? Mais là, le problème, c'est que le succès lié à un biais d'incertitude, généralement, ce que ça va faire, c'est que comme vous avez lutté contre le marché, d'accord, rappelez-vous, fight or flight, c'est-à-dire que là, vous avez combattu le marché, mais la seule façon de combattre le marché, c'est d'agir, entre guillemets, puisque c'est voilà, donc vous allez vous battre contre le marché. Si vous gagnez contre une combat de marché, qu'est-ce que vous allez avoir en plus? Vous allez avoir un sentiment de toute puissance. Alors ça, généralement, c'est signe de forte quantité d'endorphine en circulation dans votre cerveau. L'endorphine, c'est extrêmement addictif là aussi. On est vraiment sur quelque chose de pire encore que la dopamine. Et là, le problème, c'est que vous allez... L'endorphine, c'est l'antidouleur, voilà, pour vous donner le truc, mais ça joue énormément également ici sur le circuit de la récompense, etc. Il y a nombre de drogues qui sont émulées d'endorphine. Voilà, donc on fait très attention avec ces trucs-là. Et le problème de l'endorphine, surtout, c'est que en soi, ça inhibe les récepteurs, les neurotransmetteurs GABA. C'est-à-dire que quand vous êtes sous explosion d'endorphine dans votre machin, en fait, vos neurorécepteurs GABA sont complètement en inhibition. Alors là, je peux pas vraiment rentrer dans le délire parce que sinon vous allez dire mais qu'est-ce que c'est GABA, c'est quoi ces nouveaux machins? Donc je reste en surface juste pour vous expliquer le principe. Le problème de la circulation de GABA, c'est que GABA est un catalyseur, de dopamine. Donc le problème, c'est qu'évidemment, quand vous inhibez GABA, vous allez surreprésenter la dopamine. Autrement dit, ici, vous allez produire plus de dopamine. Mais comme vous avez compris, en fait, ça inhibe GABA, et GABA est un inhibiteur de dopamine. Donc en fait, en réduisant GABA, vous augmentez la production de dopamine, en tout cas la capacité de relâchement de dopamine. Et comme on l'a vu, dopamine et sérotonine, ils évoluent ensemble. Donc comme vous allez augmenter le relâchement de la dopamine et que la dopamine a un effet plus rapide que la sérotonine et plus concentré sur des zones spécifiques, qu'est-ce qui se passe? Mécaniquement, vous allez réduire la quantité de sérotonine qui va être diffusée derrière. Donc vous êtes emmerdé parce qu'ici, en faisant ça, la production d'endorphine réduit de manière indirecte la production de sérotonine, qui pourrait en soi être positif, mais de toute façon, ici, consolider votre savoir alors que vous avez fait de la merde, dans tous les cas, c'est négatif. Mais là, vraiment, c'est le pire. C'est-à-dire qu'en plus de ça, vous allez ici refaire travailler le système mésolimbique en petit bonus, puisque donc ici, vous allez encore plus renforcer l'utilisation du système mésolimbique à la prochaine fois que vous serez situé à la prochaine fois que vous serez confronté à une situation stressante. Autrement dit, belle boucle de rétroaction merdique. Donc le biais d'incertitude, on l'a vu que c'était déjà pas génial si vous restiez bloqué là-dedans, mais alors si en plus de ça vous y ajoutez de l'impatience, c'est la totale. Donc on fait très attention à tout ça. Ok, le biais d'impatience peut même agir comme un catalyseur du biais d'incertitude. Donc on fait vraiment attention. Parce qu'en soi, captez bien que si vous faites ça comme chemin, vous détruisez tout ici, et le fait de détruire va encore plus amplifier la production de cortisol. Parce que là, vous êtes encore plus dans la frustration. C'est-à-dire que vous avez commencé bien, puis vous êtes chié en cours de route, et vous allez vous en vouloir encore plus. Donc on fait bien attention à tout ça.
Ok, voilà donc pour les deux circuits et on en a fini pour tout ça. Ok, donc bien comprendre toutes ces choses-là, c'est hyper important. Nous, ce dont on a besoin ici et votre objectif, c'est donc d'utiliser à la fois ces systèmes de la récompense, qui est donc notre moyen indirect de venir travailler notre système limbique, tout en renforçant l'utilisation et une utilisation plus optimale de notre fonction corticale, puisqu'on le rappelle, c'est une fonction qui est très gourmande en énergie et du coup pas très efficiente. Et du coup, la rendre plus efficiente par des stimulations, des pré-stimulations de dopamine par anticipation, ça aide en soi à résoudre les problèmes plus rapidement, ce qui est une bonne chose, bien entendu. On passe en conclusion. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut ici, donc c'est parti. Ok, donc on ajoute une pierre à l'édifice dont on a parlé la dernière fois. Il ne s'agit pas de mettre les choses en parallèle, c'est bien deux choses qui s'ajoutent l'une à l'autre. Et donc attention, puisque comme on le voit, les effets positifs s'ajoutent, les effets négatifs peuvent évidemment s'ajouter également. Donc c'est vraiment ces boucles de rétroaction qui ont en général, pour les gens qui ne sont pas avertis ou qui ne travaillent pas ces biais-là, des effets très négatifs sur votre trading. Comme on l'a dit, en soi, au début, quand vous savez pas trop ce que vous faites, que vous n'avez aucune stratégie, vous êtes plutôt sur du 50-50, mais bon, comme les marchés sont quand même là pour créer de l'argent, normalement, vos probabilités et vos espérances de gain, si vous faisiez vraiment je jette la pièce pour acheter et je vends, et que vous aviez une mise en stratégie parfaite de dire je risque 1 pour 1 et je ne changerai, je n'altérerai jamais ma prise de décision, en soi, vous avez plus de chances de gagner que si vous faites n'importe quoi. Parce que l'aspect psychologique, celui qui va impacter vos prises de décision, qui va dire je devrais pas acheter mais je vais acheter et je vais acheter plus que je vends, ou je vais lutter contre le marché grâce à des biais d'incertitude complètement dingues. Mais pire que ça, tout ça, ça se met en place aussi dans la gestion de la position, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attentes dans la gestion d'une position ouverte, et là, votre biais d'impatience, il peut se glisser partout. Autant le biais d'incertitude, il n'existe que si vous êtes confronté à un graphique. Et comme on l'a dit, et c'est important, ces biais-là ne travaillent que si vous avez un impact émotionnel avec le marché, si vous tradez avec de l'argent réel. Si vous êtes confronté à des marchés en démo ou que vous analysez gentiment vos troisième bornes de range sans participer, il n'y a pas de biais de trading. Donc il faut que vous tradiez pour les travailler, ces biais, c'est absolument important que vous compreniez ça. C'est absolument essentiel en soi. Pas de travail, pas d'exposition, pas de progression psychologique. Donc commencez par vous exposer doucement, puisqu'évidemment ces biais au début sont là et ils sont à leur maximum. Petit à petit, on va réduire leur impact et c'est ça qui normalement permet de combiner à une utilisation technique et à une connaissance technique et à l'application d'une stratégie, d'obtenir petit à petit un rendement qui sort de la zone de perte et qui redevient un petit peu plus positif. Voilà. Donc c'est un petit peu le biais qu'il fallait retenir aujourd'hui. Ajoutez ces deux choses-là. N'oubliez pas que donc pas de trade réel égale pas de progression psychologique. Donc n'essayez pas de travailler votre psycho si vous êtes en train de regarder des graphiques en démo. Ça marche pas. Et vous n'aurez pas de travail de vos biais. Voilà. N'oubliez pas qu'on commence tous mauvais, donc faut pas vous blâmer, encore une fois, ni vous extasier de la réussite de certains de vos trades. Réduisez surtout l'impact émotionnel au départ de la réussite de vos trades ou de l'échec, puisqu'en soi, c'est pas vraiment là que les meilleures boucles de rétroaction se mettent en place. Mais surtout, essayez de profiter de la sérotonine quand vous pouvez l'avoir. C'est très bien, mais normalement, la sérotonine ne doit pas avoir un effet d'extase. C'est-à-dire qu'au contraire, la sérotonine, c'est plutôt le succès légitime dans le sentiment. Donc si vous avez ce sentiment de succès légitime quand vous réussissez vos trades, c'est que vous progressez. Assurez-vous bien évidemment à ce stade-là de ne pas avoir cédé au biais d'incertitude, parce que évidemment là, en ce cas-là, vous allez solidifier des connaissances qui sont très partielles ou en tout cas beaucoup moins profitables. Donc c'est plus de réussir l'ensemble du circuit qui doit à la fin subvenir par un petit relâchement de sérotonine qui doit être certes plaisant, mais normalement pas suffisamment galvanisant pour impacter vos trades futurs, ce qui n'est pas le cas évidemment, comme on l'a vu, de trading à très court terme, qui vont favoriser là au contraire la relâche de dopamine, qui peut avoir un effet très rapide sur le trade suivant. Donc on fait attention évidemment à tout ça. Ok ? J'espère en tout cas que cette petite série psycho est très intéressante pour vous, elle vous aura appris des trucs, ces pièges cachés, ces fonctions un petit peu trompeuses, ces faux amis dans lesquels on se réfugie souvent très rapidement au début parce que effectivement ils font envie ou ils semblent être de bonnes solutions, mais en soi ce sont souvent des mauvaises solutions. Le scalping pour lutter contre le biais d'impatience, vous avez bien compris qu'ici c'est l'inverse qu'il faut faire en soi. Il vaut mieux prendre et installer de la durée pour obtenir une réponse plutôt sérotonine, prendre le temps de réfléchir. Donc vraiment pour commencer, pour moi les meilleurs UT restent l'intraday ou l'intra-swing. Évitez d'aller trop court terme, ni trop long terme, puisque jouer sur l'élastique, de démarrer sur des stratégies d'investissement en plusieurs années quand on n'est pas encore spéculateur,
C'est très compliqué parce que là, vous étalez dans la durée et vous vous mettez ici en biais d'impatience assez dangereux puisque ça va être très compliqué pour vous de subvenir aux besoins et aux risques de l'impatience. J'en ai fait moi-même les frais les années dernières puisque je faisais pas de swing il y a 2-3 ans et je l'ai subi clairement l'année dernière, mon biais d'impatience. Et c'est ce qui m'a valu des surexpositions à Wall Street et des bêtises. Hein. Donc encore une fois, faire attention. Je l'ai découvert malgré moi, encore une fois, cette bêtise. Je vous la partage, évitez donc de la commettre vous-même. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. On rentre dans le dur un petit peu après. Je vais en aurai pour pas mal de temps là pour préparer les prochaines, puisqu'on va attaquer le suivi de tendance. Allez, sur ce, je vous mets un petit récap rapide et je vous souhaite une agréable journée à toutes et à tous. À la prochaine.